En justice, le moratoire sur la peine de mort est levé en République démocratique du Congo selon la ministre d'État en charge de la justice et entre autres dans le but de débarrasser l'armée nationale des traîtres. Couverture santé universelle en RDC, le chef du gouvernement a présidé une importante réunion avec les différentes parties prenantes dans le but de dégager des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Et puis au Sénégal, les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye ont été libérés à la faveur de la loi d'amnistie votée la semaine dernière. C'est pour décrisper le climat politique que le président Macky Sall en avait décidé ainsi à l'approche de l'élection présidentielle. L'essentiel de l'actualité sur Télé 50. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo a décidé de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort en vue de débarrasser l'armée congolaise des traîtres d'une part et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et des banditismes urbains entraînant mort d'hommes d'autre part. La décision est rendue publique dans une note circulaire signée par la ministre d'État en charge de la justice. Regardez. À la demande du Conseil supérieur de la défense, soumise au chef de l'État Félix Tshisekedi et examinée au Conseil des ministres, et exécutée par le gouvernement via la ministre de la Justice garde des Sceaux, le moratoire sur la peine de mort a été levé contre les traîtres au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Officiellement, la République démocratique du Congo n'a jamais aboli la peine de mort. Mais il y a eu un moratoire de fait depuis les dernières exécutions de janvier 2003. La décision du gouvernement vient refroidir les ardeurs des activistes de droits humains qui se sont engagés sans relâche dans un plaidoyer de l'abolition d'une peine jugée cruelle, inhumaine et dégradante. Pour la voix des sans-voix, l'application de la peine de mort est un recul en matière de respect des droits humains. Les activistes craignent que la levée du moratoire soit un acte avant tout politique. Estimant que la peine de mort n'a aucun effet dissuasif, le risque, poursuit certains activistes contactés, serait que la peine de mort soit instrumentalisée à des fins politiques et populistes, afin de donner une réponse rapide à la population qui souffre de cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais en aucun cas, l'exécution des traîtres ne viendra améliorer la situation, si ce n'est que renforcer la terreur, alors que la République démocratique du Congo est un État démocratique. Pour la Lucha, en plus d'être anticonstitutionnelle, la levée du moratoire ouvre un couloir à des exécutions sommaires dans le pays où le fonctionnement de la justice est déploré, malade et aussi défectueux, reconnu par tous, y compris par le magistrat suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certains Congolais, par contre, estiment que cette mesure enverrait un signal fort au potentiel criminel et pourrait contribuer à imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Car un des objectifs serait de mettre en garde les soldats contre des attitudes jugées peu patriotes, comme des officiers qui battent en retraite devant l'ennemi. Néanmoins, rien ne rassure que le rétablissement de la peine de mort permettrait de résoudre le problème au sein de l'armée. Mais la perspective que la levée du moratoire sur la peine de mort puisse aider à éteindre un conflit qui, dans l'Est, dure depuis 3 décennies, semble encore hypothétique. Au Nord Kivu, 2 personnes ont trouvé la mort et 9 autres blessés. C'est le triste bilan d'une forte pluie qui s'est abattue jeudi sur le camp des déplacés de Boulengo pour compatir avec ces déplacés ayant fui le combat entre les terroristes M23 et les forces armées de la RDC. Le gouverneur militaire de cette province est rendu sur le lieu ce vendredi. Pacheco Kavundama nous en dit plus. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu s'est rendu ce vendredi à Boulengo, un quartier périphérique de la ville de Goma, où une pluie s'est abattue sur un camp de déplacés et a fui le combat entre les FARDC et les rebelles du M23, causa de nombreux dégâts.
Le bilan sur place fait état de 2 morts et de nombreux blessés, précise le général-major Peter Thierry Mwami. Hier, il y a eu des incidents. Il y a eu une tornade qui s'est abattue sur le cas de Boulengo, qui a fait des victimes. Nous avons, selon les rapports du médecin provincial, nous avons 22 blessés. Il y a 9 blessés graves. Il y a eu aussi des morts et des abris qui ont été totalement emportés. Et donc si nous sommes venus ici avec la représentante de Sonaref, c'est pour un message de compassion, c'est pour venir aussi au chevet des victimes et pour leur dire que nous sommes ensemble, qu'à tout moment de difficultés, le gouvernement n'a jamais tardé de descendre sur instruction du président de la République et du gouvernement de la République. Pour compatir avec ces populations, le gouverneur de province a remis à ces déplacés de guerre une importante somme d'argent et de bâches. Rappelons que ces déplacés de guerre aux alentours de la ville de Goma traversent des moments difficiles car il manquait presque de tout. En bref et en images, la tranquillité de Limete, plus précisément à Kingabois poids lourd, a été violemment perturbée jeudi par des affrontements entre la police et les militaires. Les agents de police surnommés Oudjana ont ouvert le feu sur les membres de la garde républicaine communément appelée Chikata suite à une petite altercation entre deux d'entre eux. Il a été constaté la panique et l'inquiétude palpable parmi la population le long de ce boulevard menant vers le centre-ville. On dénombrerait même quelques morts. On y reviendra dans nos prochaines éditions. En bref, également en justice, le procès Boukangalonzo impliquant Augustin Matatamponio, Globert Christophe Stémanus et Deogracias Mutombo Niembo, suspendu depuis novembre 2023, ne répondra pas le 18 mars comme c'était prévu. Dans une ordonnance de renvoi rendue jeudi, la Cour constitutionnelle a ordonné le renvoi de l'audience au 18 avril. La plus haute juridiction du pays a justifié ce renvoi par un cas de force majeure qui n'est rien d'autre que la charge lui incombant dans un délai contraignant d'examiner la conformité à la constitution des règlements intérieurs des assemblées provinciales issues des élections législatives de décembre 2023. C'est une étape décisive vers la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une importante réunion avec les parties prenantes. Objectif, dégager des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé qui en a fait le compte-rendu. En fait, cette réunion a été convoquée par le Premier ministre suite au dernier conseil des ministres de vendredi dernier, où le président de la République a insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. Il a insisté, donc le chef de l'État a insisté sur plusieurs points. Le premier point, c'est l'extension de la gratuité des accouchements tel que prévu dans son processus initial. Le deuxième point, c'était l'extension du paquet de soins pour prendre d'autres personnes en dehors des femmes enceintes et des nouveau-nés, et enfin les corps spécialisés comme l'armée et la police. Donc à la suite de cette communication du chef de l'État qui était très importante, la réunion d'aujourd'hui était la suite à donner à cette instruction du chef de l'État. Et donc nous avons passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité, d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des militaires, ainsi que des policiers. Et les conclusions sont très bonnes parce qu'en fait, nous avons dégagé les différentes pistes, notamment des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Et c'est au Premier ministre de présenter effectivement ces travaux au Conseil des ministres pour répondre au président de la République. Et puis l'orphelinat moderne du Lualaba, dénommé Denise Nyakeru Tshisekedi, est désormais opérationnel. La cérémonie d'inauguration a eu lieu jeudi sous les auspices de Fifi Masuka Saini, situé dans l'agglomération Montsompo. Cet ouvrage renferme une trentaine de dortoirs, une salle informatique, une infirmerie, un bureau du médecin,
un bureau administratif et autres, une initiative inspirée par la politique sociale du président Tshisekedi et financée par le gouvernement provincial. L'honorable Marie-Thérèse Masuka Saini a procédé jeudi à l'inauguration de l'orphelinat dénommé Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, situé dans l'agglomération Moussompo, territoire de Muchacha. Une structure de qualité érigée sous financement de l'exécutif provincial. Dans son allocution, le commissaire général du gouvernement provincial en charge des sports faisant l'intérim de sa collègue des affaires humanitaires, genre, famille et enfants, Paulin Kalao Kapend, a salué cette initiative du gouvernement Lualabé avec pour objectif d'assurer le suivi et l'éducation des enfants orphelins et ceux en rupture des liens familiaux de la province cobaltifère. L'orphelinat Denise Nyakeru Tshisekedi qui va être inauguré tout à l'heure est un pas de géant accompli dans la perspective du renforcement de la protection de l'enfant qui est un objet stratégique majeur pour le gouvernement provincial assigné au commissariat général ayant en charge les affaires sociales, genre, enfants et familles. Masuka Saini a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, principale source d'inspiration dans la matérialisation des projets de ce genre. Je ne peux continuer mon mot sans rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a toujours développé une politique sociale très pragmatique afin de matérialiser le contenu du slogan « Le peuple d'abord ». Il est constitué d'une trentaine de dortoirs, un réfectoire, une salle informatique, une salle de couture, un bureau administratif, une pharmacie, une bibliothèque, 3 salles d'études, une infirmerie, un bureau du médecin et des installations sanitaires modernes. Après la coupure du ruban symbolique, l'honorable Masuka Saini et d'autres personnalités politico-administratives ont visité ce centre d'hébergement avant de procéder à l'installation des enfants dans les dortoirs bien équipés. Se confiant à la presse, à l'issue de la cérémonie, les députés provinciaux Achille Moutete Kelouale et Jean-Marie Kasséa Chingambo ont salué à juste titre cet ouvrage de grande importance sociale. Le candidat gouverneur indépendant Jean-Marie Bamporiki Managabé est arrivé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, en vue de préparer sa campagne électorale devant la presse locale et nationale. Il a promis de restaurer la paix et la sécurité et remettre le Sud Kivu dans un cadre normatif d'une gestion publique essentiellement axée sur l'élimination de l'improvisation dans la manière de gérer les biens communautaires. Joseph Amani. La fièvre monte au port aussi. Nous sommes dans la commune de Kadutu. Des femmes débordant de joie avant l'arrivée de leur candidat gouverneur, le digne fils du Sud Kivu, Jean-Marie Bamporiki Managabé, accompagné de son épouse. C'est à 11h que les bateaux transportant les candidats gagnants posent ses valises. Des chocs poignées de main sont échangés entre ce digne fils et celles et ceux qui croient en la vision de Jean-Marie Bamporiki, candidat gouverneur indépendant. Devant la presse, il annonce les premières mesures de sa gouvernance, une fois élu à la tête du Sud Kivu. La sécurité, par la santé, par l'éducation, par les infrastructures. Face à ces objectifs, il y a la prévision des moyens pour les couvrir. Ça veut dire les recettes publiques. C'est-à-dire qu'autant vous mobilisez les recettes publiques, autant vous êtes capable de couvrir les dépenses publiques qui contiennent vos objectifs de gouvernement. Voilà un peu la différence que nous venons apporter à la tête de la province pour la ramener dans les normes. Nos élus, vos élus, devant lesquels je vais me présenter parce que je viens demander leur suffrage. Je leur demande d'avoir en conscience que la province a vraiment besoin d'un retour dans le cadre normal d'une gestion. La communion est donc parfaite. Ces hommes et femmes ont réitéré leur soutien indéfectible à Jean-Marie Bamporiki, candidat gouverneur du Sud Kivu. Pour rappel, 26 candidats sont en lice pour un seul gagnant. Le vote est prévu le 28 avril 2024, conformément au calendrier publié par la CENI. J'ai annoncé au sommaire au Sénégal, les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye ont été libérés à la faveur de la loi d'amnistie votée la semaine dernière. C'est pour décrisper le climat politique que le président Macky Sall en avait décidé ainsi à l'approche de l'élection présidentielle.
Jeudi soir, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko et Diomaye Faye sortent des prisons. Des milliers d'habitants de la capitale du pays, Dakar, abondent les rues pour fêter la nouvelle. Membre du parti dissous, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF les Patriotes en sigle, leur libération 10 jours avant la tenue de l'élection présidentielle prévue le 24 mars, intervient à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale le mois dernier d'une loi d'amnistie très critiquée concernant tous les faits s'y rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024 et c'est à la demande du président Macky Sall dans une volonté de décrisper la vive tension qui régnait dans le pays depuis sa décision de reporter l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Une foule impressionnante des militants comme des sympathisants s'était ainsi massée devant la prison de Cap-Manuel pour accueillir les deux hommes politiques en prisonniers depuis plus de 7 mois pour Ousmane Sonko et presque une année pour Bassirou Diomaye Faye. Accusé de viol, Ousmane Sonko a toujours dénoncé un complot politico-judiciaire destiné à l'empêcher de concourir à l'élection présidentielle de 2024. Toutefois, Ousmane Sonko a été disqualifié en janvier dernier de compétir à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Son camp, avec son assentiment, avait désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat à sa place. Ces libérations semble clôturer une saga politico-judiciaire qui dure depuis maintenant plus de 3 ans entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall, mais aussi la justice que l'opposant accuse d'être aux ordres du pouvoir. Un rapport de force féroce qui avait provoqué de graves émeutes en mars 2021 puis en juin 2023, conduisant à une 60aine de morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels dans le pays. Un mot de culture pour boucler complètement ce journal. En bref, l'effectivité des activités de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, SOCODA, a été constatée jeudi en son siège dans la commune de Kasavubu par le secrétaire général à la culture et art, Léon Abedi Tchenengwa. L'échange a axé sur l'observance des lois de la République en matière de protection, de promotion et de défense des droits d'auteur au pays, notamment l'article 202 de la Constitution en son point 19, ainsi que l'ordonnance présidentielle du 7 janvier 2022 fixant attribution des ministères, particulièrement celui de la culture, art et patrimoine concernant la gestion de la SOCODA. Au terme de cette visite d'itinérance, le secrétaire général à la culture et art a rassuré le DG Michel Agou Kolangbo de son accompagnement pour aider la SOCODA à remplir pleinement son objet social. Place au rappel des titres à présent. Le moratoire sur la peine de mort est levé en République démocratique du Congo selon la ministre d'État en charge de la justice et entre autres dans le but de débarrasser l'armée nationale des traîtres. Couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a présidé une importante réunion avec les différentes parties prenantes dans l'optique de dégager des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Au Sénégal, les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye ont été libérés à la faveur de la loi d'amnistie votée la semaine dernière. C'est pour décrisper le climat politique que le président Macky Sall en avait décidé ainsi à l'approche de l'élection présidentielle. On va prendre à présent la revue de presse. Place à présent à la revue de presse, et c'est avec Benjamin Moudiata qui me rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue. Monsieur. Merci Christian. Contrat minier chinois, le président Félix Tshisekedi signe de l'avenant de 7 milliards de dollars entre la RDC et le groupe des entreprises chinoises. Exactement Christian, le sujet fait la une de Tabloïd paru ce vendredi à Kinshasa. Christian Kalonji, ouvrant avec le journal Congo Nouveau qui titre à la une « Contrat chinois, Fachi scelle un accord de 7 milliards de dollars américains tel que affiché sur ses grands écrans ». Et bien dans ses colonnes intérieures,
Christian, le journal souligne que c'était hier jeudi 14 mars que le chef de l'État lui-même a présidé la cérémonie des signatures du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises GEC, augmentant l'investissement dans l'infrastructure qui passe de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. C'est une augmentation significative, ajoute le journal, chose qui va droit aux bénéfices majeurs de la République démocratique du Congo. Econews, lui, titre de son côté « Accord scellé hier en présence du chef de l'État grâce à l'IGF ». La République démocratique du Congo obtient 7 milliards du contrat chinois. Ce journal Christian montre que c'est en réalité un nouveau départ pour l'amitié qui lie la République démocratique du Congo et le GEC. C'est en réalité le 5e avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008. L'article ajoute qu'il y a de l'avantage qui va permettre à la République démocratique du Congo de disposer d'une enveloppe de 7 milliards de dollars pour construire 6000 km de routes Christian dans 15 prochaines années, autant à Kinshasa comme dans les provinces, en raison de 400 km par année. En marge du mois des mars, Benjamin Moudiata, mois de la femme justement, dans le monde sportif, Arlette Boutella, journaliste à Télé 50, plaide pour une meilleure valorisation du sport féminin. Justement, Christian Kalonji, le sujet a été relayé par plusieurs médias parus ce matin. Déjà que ça renvoie à un plaidoyer noble qui porte bien sûr sur la valorisation du sport féminin et un plaidoyer qui porte pas n'importe quel nom, Christian. On doit citer les noms d'Arlette Boutella, cette icône de la presse sportive congolaise. Ici relayé par le média en ligne radiodelafemme.net, tel qu'affiché à ses grands écrans et bien derrière moi, le média a titré « Place à la femme dans les sports ». Arlette Boutella, journaliste de Télé 50, plaide pour une meilleure valorisation du sport féminin. Arlette Boutella, journaliste de Télé 50, regrette, Christian, le fait que depuis quelque temps, les sports féminins sont laissés pour compte en République démocratique du Congo, malgré l'éclosion et la présence de plusieurs talents à travers le pays. À la question de savoir si les sports féminins reculent ou avancent en RDC, Arlette Boutella pense noblement que nous sommes un tout petit peu dans les statu quo, parce qu'il n'y a pas que la volonté, bien sûr, qui manque, une volonté bien définie de faire avancer les choses au niveau de la Fédération du football, moins encore au niveau du gouvernement. Arlette Boutella, croyant fermement aux capacités de femmes dans les domaines sportifs, demande aux autorités congolaises compétentes de prendre la question à bras-le-corps. Pour terminer, Benjamin Moudiata, présidentiel en Russie, le bureau de vote sont ouverts. Vladimir Poutine rassuré d'un nouveau mandat. Exactement, Christian Kalonji, c'est l'affirmation de la majorité de médias internationaux parus aujourd'hui. C'est plus qu'une certitude pour lui-même, Vladimir Poutine, qui se prépare déjà pour repartir pour un autre mandat de 6 ans déjà. Pour le média en ligne Sud-Ouest, affiché au grand écran à la une, tel qu'affiché là, nous voyons la Russie. On parle des Russes qui ont déjà commencé à se rendre, Christian, aux urnes ce vendredi pour voter à la présidentielle qui doit reconduire carrément, c'est ce que dit le journal, Vladimir Poutine pour un nouveau mandat sans opposition au moment où l'Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis 2 ans, multiplie ses attaques. Pour Europe1.fr qui titre « Les Russes ont commencé à voter pour une élection présidentielle sans suspense. Le premier bureau de vote ont ouvert dans l'extrême-orient russe pour une élection présidentielle de 3 jours qui doit voir Vladimir Poutine être reconduit pour un nouveau mandat de 6 ans, faute d'une véritable opposition. Christian, malgré cette absence de suspense dans les résultats, les autorités locales s'inquiètent quand même du bon déroulement d'un scrutin devenu une aubaine pour les adversaires du Kremlin. Voilà qui boucle votre revue de presse. Je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian. Fin complète de ce journal, mesdames, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.